J'espère que tout roule pour vous vraiment. Depuis 2021, je répète sans relâche avec toute l'humilité du monde que j'ai vu juste. Parlons franchement, dans la guerre des nerfs entre Rabat et Alger, le Maroc devrait sérieusement instaurer une tradition hebdomadaire. Chaque vendredi à 20h, couscous national en l'honneur de... Qui Abdelmadjid Tebboune, bien sûr. Oui, parce que ce monsieur, c'est un cadeau tombé du ciel. Un trésor, mais pour le Maroc, pas besoin de stratégie agressive ou de coups bas anti-algériens. Le gouvernement algérien s'en charge tout seul avec une efficacité redoutable. Chaque faux pas, chaque décision bancale, chaque sortie hasardeuse du régime en place fait le bonheur de ses voisins de l'Ouest. Le royaume n'a qu'à rester tranquille, observer et se servir des bourdes de Tebboune comme levier géopolitique. Ça peut paraître sarcastique, provocateur peut-être, mais croyez-moi, c'est du réalisme pur. Zoom sur Moscou, un épisode aussi absurde qu'incroyable. Plutôt que de jouer la carte de la diplomatie, le régime de Tebboune a préféré sortir l'artillerie lourde, médiatique. Sur AL24 News, télévision d'État algérienne, il balance une provocation en bonne et due forme à Sergueï Lavrov, comme s'il voulait sérieusement irriter les Russes. Pourquoi? Parce que Moscou a osé ne pas obéir. Oui, la Russie refuse de lâcher les militaires maliens, ces mêmes militaires qui depuis leur prise de pouvoir en 2020-2021, snobent Alger avec une froideur glaciale. Ces officiers maliens n'ont que faire de l'arbitrage algérien, rejettent les accords signés à Alger comme on jette une vieille chaussette et ferment la porte à toute négociation impliquant des groupes que l'Algérie considère à tort ou à raison comme des acteurs politiques. Le hic, c'est que Bamako ne voit dans ces acteurs que des séparatistes, armés parfois même qualifiés de terroristes. Résultat, l'Algérie est blacklistée, rejetée, renvoyée à ses frontières. Et le gouvernement malien, sans la moindre retenue, accuse Alger d'ingérence toxique et de copinage avec les mauvaises personnes. La gifle est diplomatique, mais méritée. La situation entre Alger et Bamako tourne au vinaigre et, comme la Russie s'obstine à soutenir les autorités maliennes, sans fléchir d'un millimètre, Tebboune fulmine. Il est dans tous ses états. Et que fait-il? Il pique une crise diplomatique. Non content de refroidir les relations avec Moscou, il pousse le bouchon encore plus loin, il choisit d'attaquer en territoire russe. Oui, monsieur s'autorise à provoquer Lavrov directement chez lui. Comment? En envoyant une journaliste de la télé nationale algérienne poser une question, enfin une accusation déguisée en plein point presse affirmant que l'armée ou les paramilitaires russes massacrent des civils. Sans preuve, sans source, nada. Résultat, ce n'est plus de la simple provocation, c'est une claque symbolique, une insulte officielle balancée à la face du Kremlin. Et la réponse de Moscou, glaciale mais stratégique, serrer les rangs avec le Maroc. Oui, vous avez bien entendu. L'ennemi diplomatique préféré d'Alger. Voilà donc les fruits savoureux récoltés grâce à la brillante stratégie diplomatique signée Tebboune. Un vrai chef-d'œuvre. Jamais, au grand jamais, les liens entre Alger et Moscou n'avaient atteint un tel niveau de désastre. On frôle le point de congélation. Tension à tous les étages, incompréhension, en série communication brouillée comme jamais. Et pourtant, on parle ici de la Russie, pas d'un partenaire de passage. Un ami de longue date, un compagnon de lutte fidèle depuis l'époque soviétique. Ce sont les Russes qui ont épaulé l'Algérie pendant la guerre de libération, puis dans la phase cruciale de la reconstruction post-indépendance, et même pendant les années noires, sans jamais demander à être remboursés. Pas une facture, pas une relance. Mieux encore, des ingénieurs formés par milliers, des experts envoyés en soutien, une coopération militaire et logistique solide. Une relation historique digne d'un long métrage. Il y aurait de quoi tourner une série entière sur cette amitié. Mais aujourd'hui, on a réussi l'exploit de saboter tout cela. Bravo, monsieur le président. Petit à petit, Abdelmadjid Tebboune nous déconnecte d'un allié historique. À coup de décisions hasardeuses, il transforme un partenariat solide en querelle diplomatique durable. Le climat se dégrade à vue d'œil entre Alger et Moscou, simplement parce que la Russie refuse de suivre le script régional écrit par Tebboune. Et ce script, croyez-moi, ressemble plus à une pièce de théâtre brutale qu'à une politique étrangère réfléchie, ingérence dans les affaires, des voisins volonté de déstabilisation ton dominateur et agressif.
Moscou, sans surprise, a claqué la porte. Les Russes ont dit « stop ». Ils ne toléreront pas qu'on leur dicte comment gérer les militaires maliens qui veulent reprendre le contrôle de leur territoire ou qu'on leur impose une vision alignée sur une hostilité chronique envers le Maroc. Ils ne valident pas non plus cette croisade contre Khalifa Haftar en Libye, ni cette attitude condescendante face aux alliances nouvelles au Sahel. Le message russe est limpide, la ligne Tebboune, c'est sans eux. Tebboune, lui, s'imagine qu'il va charmer Moscou. Sans même lever le petit doigt, il ne tente rien mais s'attend à tout. Son arme secrète, la bouderie, l'arrogance, les sermons enflammés, balancés à la face du Kremlin. Il croit vraiment que c'est en fronçant les sourcils qu'il fera plier la Russie. Il pense que sous la pression de ces sautes d'humeur, le Kremlin finira par se repentir, que Poutine, dans un élan de compassion, dirait « Oh là là, les pauvres Algériens, on est désolé d'avoir contrarié votre président. » Sérieusement, on parle ici de la Russie, pas d'un figurant diplomatique. Et surtout, on parle de Vladimir Poutine. Ce n'est pas un conseiller municipal qu'on peut sermonner au micro d'une journaliste d'État. Le 13 octobre 2025, l'Algérie offre au monde un moment de grandeur diplomatique, une pique mesquine, gratuite et franchement insultante, lancée à Sergueï Lavrov en direct sur la chaîne d'État. 3 jours plus tard, oui à peine 72 heures plus tard, la réponse de Moscou tombe. Et quelle réponse ? Lavrov ne se contente pas d'ignorer la provocation, il déroule littéralement le tapis rouge à Nasser, Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, accueilli à bras ouverts à Moscou le 16 octobre. Une démonstration éclatante de rapprochement. Une scène digne d'un message clair, très clair. Et ce n'est pas une intox venue des journaux marocains, non, non. Oubliez la presse marocaine, si vous voulez, on vous l'accorde, elle a ses travers. Mais là, allez lire les communiqués officiels du ministère russe des Affaires étrangères. Tout est noir sur blanc. Le ton employé est chaleureux, cordial, presque affectueux. La Russie se penche doucement, mais sûrement vers le Maroc, pourtant perçu comme l'adversaire régional numéro 1 d'Alger. Mais bon, quand on insulte un partenaire, faut pas s'étonner s'il va dîner chez le voisin. Minutes avant de conclure cette émission, il faut qu'on mette les pendules à l'heure. Ce n'est pas parce que l'Algérie regarde le Maroc comme un ennemi juré que la Russie est censée faire de même. Moscou n'a aucune obligation de calquer ses alliances maghrébines sur les caprices ou les intérêts conjoncturels d'Alger. Ce n'est pas une relation de vassal à suzerain que je sache. Oui, bien sûr, l'Algérie a été un partenaire de longue date, un allié fidèle depuis l'époque soviétique. Mais cette histoire commune ne donne pas à Alger le droit de décider qui Moscou doit ignorer ou fréquenter. Le Maroc jusqu'ici n'était pas un intime du Kremlin. Les Russes entretenaient avec Rabat des échanges polis, sans grande profondeur de simple courtoisie diplomatique, rien de comparable à la complicité qu'ils avaient avec nous. Mais maintenant, à force de maladresse, on est en train d'inverser les rôles. Et c'est nous qui devenons le contact tiède. Aujourd'hui, on en est là pendant que la relation entre Alger et Moscou tombe en ruine. Depuis l'arrivée de Tebboune, le Maroc lui tisse patiemment sa toile. Et il ne s'agit plus de simples amabilités diplomatiques. Non, la Russie passe à la vitesse supérieure, elle bâtit avec Rabat de véritables alliances stratégiques. Ce ne sont plus des poignées de main protocolaires, ce sont des partenariats bien concrets qui prennent forme. La preuve, lors de sa déclaration à Moscou, Lavrov ne s'est pas contenté d'évoquer le dossier explosif du Sahara occidental, point névralgique pour le régime algérien quasi obsessionnel pour Tebboune. Il a aussi appuyé avec insistance le renforcement des liens russo-marocains. Et surtout, il a utilisé un mot lourd de sens, négociation. Pas de simple discussion de salon, pas de bavardage pour faire joli. Non. Négocier, c'est vouloir signer, s'engager, poser sa signature en bas d'un document. Et ça, c'est un tournant. Des négociations. Oui, de vraies négociations, pas de vagues échanges de politesse. Et pas avec n'importe qui avec le Maroc. Lavrov, micro allumé et sourire diplomatique en place, l'a dit très clairement. Je cite, écoutez bien. Nous avons mené des discussions sérieuses, riches et constructives avec mon collègue et ami Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine également en charge de la coopération africaine et des Marocains à l'étranger. Puis il enchaîne « Notre volonté commune est de continuer à bâtir ce partenariat stratégique fondé sur une confiance réciproque et des liens historiques amicaux. » Les sujets abordés ? Tout y passe, la coopération bilatérale, les dossiers économiques,
les opportunités commerciales, les investissements croisés, et Lavrov d'ajouter, je paraphrase, que les deux parties sont bien conscientes qu'il reste encore énormément de marge pour approfondir cette collaboration. Bref, entre Moscou et Rabat, ça parle concret, ça se projette, ça planifie. Et ce n'est pas tout loin de là. Lavrov poursuit visiblement ravi. Nous saluons le haut niveau de coopération dans plusieurs secteurs, notamment dans le social et l'éducation. Tenez-vous bien, plus de 4200 étudiants marocains sont actuellement inscrits dans des universités russes. Oui, vous avez bien entendu. Et ce n'est pas un pic isolé, la demande ne cesse d'augmenter selon Lavrov. Il ajoute que la Russie mettra tout en œuvre pour accueillir encore plus d'étudiants marocains dans ses établissements supérieurs. Traduction, le pont éducatif entre Rabat et Moscou est bien lancé, mais ce n'est pas juste une affaire de diplôme. Non, les deux pays discutent aussi de coordination dans les grandes instances internationales. Alignement diplomatique en cours. Et attention, ce n'est pas de la poudre aux yeux, plusieurs accords concrets ont été signés entre Nasser Bourita et Sergueï Lavrov. Et parmi eux, un document clé, un mémorandum. Oui, un vrai. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et tenez-vous bien, la suite est encore plus parlante. Lavrov, le sourire aux lèvres, déclare fièrement « Nous observons avec plaisir le niveau remarquable de coopération entre nos deux pays, y compris dans les domaines social et éducatifs. » Accrochez-vous, plus de 4250 étudiants marocains étudient actuellement dans les universités russes. Et d'après lui, l'intérêt pour la formation en Russie est en pleine explosion. Il promet même que Moscou fera tout pour accueillir davantage d'étudiants venus du Maroc. Traduction libre. Le Kremlin ouvre ses portes au cerveau marocain. Mais ce n'est pas tout, la conversation a également glissé sur les grands dossiers diplomatiques. La Russie veut désormais marcher main dans la main avec Rabat dans plusieurs organisations internationales histoire d'harmoniser leurs positions. Et comme pour sceller cette lune de miel politique, Nasser Bourita et Sergueï Lavrov ont signé plusieurs documents clés, parmi eux un accord très symbolique, un mémorandum d'entente. Oui, vous avez bien entendu. Écoutez bien, un mémorandum entre Moscou et Rabat. Ce n'est peut-être pas encore la guerre froide, mais ça y ressemble de plus en plus. Entre Alger et Moscou, l'ambiance est glaciale, tendue, figée, une diplomatie qui serre les dents. Une cassure qui s'installe doucement, mais sûrement avec, en toile de fond, des désaccords profonds sur plusieurs fronts, la Libye, le Sahel et même les Émirats arabes unis. Parlons-en des Émiratis, ils enchaînent les accords stratégiques, mais avec tout le monde, sauf l'Algérie. Et pendant ce temps-là, Alger s'enfonce dans l'isolement. Le signal le plus flagrant, c'est quand la Russie et la Chine ont snobé l'Algérie pour l'entrée dans le club très privé des BRICS. À leur place, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats et l'Éthiopie. Et depuis cette gifle diplomatique de 2023, le froid s'est installé, un froid qui ne cesse de s'épaissir. Jusqu'à ce fameux 13 octobre, quand Lavrov, en direct à la télé algérienne, balance une humiliation publique bien sentie. Un moment de gêne nationale. Lavrov n'a pas mâché ses mots. Devant les caméras, il a lancé d'un ton glacial mais parfaitement calculé « Je sais très bien que cette question que vous venez de poser vous a été soufflée. Vous l'avez récitée mot pour mot, non pas pour dialoguer mais pour nous provoquer, pour semer le trouble. Voilà, tout est dit. Ce 13 octobre, ce n'était pas juste un moment de tension, c'était l'officialisation en direct de la rupture glacée entre Moscou et Alger. Ce qui était auparavant un malaise diplomatique silencieux s'est transformé en conflit affiché, et pendant qu'Alger accumule les erreurs, devinez qui en profite, le Maroc évidemment. Tranquillement, méthodiquement, Rabat se rapproche de Moscou, signature d'accords, création de comités conjoints, accélération des contacts. Petit rappel utile, le 25 septembre 2025, déjà Lavrov et Bourita s'étaient croisés à New York en marge de la 74e Assemblée générale de l'ONU. Ce rapprochement ne date pas d'hier. Ahmed Attaf aussi lui a eu droit à sa photo souvenir avec les Russes. C'était lors de la 8e session de la commission russo-marocaine sur la coopération économique, scientifique et technologique. Oui, russo-marocaine. Et pendant ce temps-là, côté algérien, depuis que Tebboune est aux commandes, je cherche encore un projet concret, un accord signé, une avancée palpable entre Alger et Moscou. Zéro, nada. Par contre, du côté du Maroc, ça roule.
Même le tourisme suit la dynamique, les visiteurs russes affluent de plus en plus vers le royaume chérifien. Et chez nous, c'est le désert, littéralement et diplomatiquement. Pourtant, l'Algérie prétend vouloir booster le secteur touristique, promet de faire rayonner ses dunes, ses plages, son patrimoine. Très bien, mais où sont les résultats? Pourquoi les touristes russes boudent-ils l'Algérie? Franchement, je ne pige pas. On a tout ce qu'il faut, sauf les touristes. Souvenez-vous, en 2023, une ligne directe Alger-Saint-Pétersbourg avait été inaugurée en grande pompe. Résultat. Elle a disparu des radars aussi vite qu'elle est apparue. Aujourd'hui, c'est Royal Air Maroc qui prend le relais avec une liaison Casablanca-Saint-Pétersbourg en préparation. Est-ce qu'elle tiendra dans la durée? On verra. Mais une chose est sûre, pendant que nous, on efface nos vols, le Maroc lui dessine sa trajectoire vers Moscou avec précision. Il ne sert à rien de jouer à l'autruche. Comme dit l'adage, on ne peut pas cacher le soleil avec un tamis. Le royaume chérifien avance ses pions intelligemment sur l'échiquier russe, pendant que le régime de Tebboune lui nous coupe de ce partenaire clé. Et pourtant, la Russie, que ça plaise ou non, reste une puissance mondiale. Je ne dis pas que l'Algérie doit devenir un vassal du Kremlin, ni virer pro-russe du jour au lendemain. Mais de là à s'aborder tout lien stratégique, il y a un fossé. L'Algérie, historiquement, n'a jamais été un pays qui se rangeait aveuglément d'un côté ou de l'autre. Sa force a toujours été dans son équilibre, dans son art de naviguer entre les grandes puissances, en imposant le respect non par la force, mais par la sagesse, la neutralité et le pragmatisme. Grâce à cette posture, nous avons su bâtir des partenariats solides, fondés sur des intérêts partagés. Car oui, l'Algérie, c'est un acteur majeur, riche, stratégique et vaste. Elle n'a pas besoin de choisir entre Moscou, Washington, Pékin ou d'autres capitales. Mais attention, pour rester à la table des grands, il ne suffit pas d'avoir des ressources naturelles ou qu'une carte géographique impressionnante. Il faut surtout une diplomatie fine, intelligente, capable d'anticiper, d'unir et non de diviser. Ce n'est pas par des faux pas répétés et des provocations mal calculées qu'on s'impose dans le concert mondial. C'est par la cohérence, la hauteur de vue et un minimum de finesse. On en est là. Sous Tebboune, l'Algérie semble cocher une à une toutes les cases de la marginalisation diplomatique. Les grandes puissances, elles nous regardent de loin, très loin. Avec les États-Unis, on entretient une relation correcte mais sans fond, une relation de surface de protocole. Depuis que Tebboune est au pouvoir, pas l'ombre d'une poignée de main avec un président américain. À l'époque de Bouteflika, ça enchaînait les rencontres à la Maison-Blanche. Et du côté de Pékin, silence radio. La Chine tourne les talons, plus un centime d'investissement neuf. Avec la Russie, froid glacial. Une cordialité de façade qui cache un malaise persistant. Même les puissances régionales Turquie, Émirats, Arabie Saoudite gardent leur distance. La France, c'est carrément une fracture. L'Espagne, 2 ans de clash diplomatique et toujours aucun signe du chef du gouvernement espagnol à Alger, malgré les supplications maladroites du régime. L'Angleterre, alignement total avec Rabat sur le Sahara occidental. Et l'Allemagne, Tebboune, y va oui. Mais pour ses bilans de santé. Pas pour serrer la main du chancelier. Du moins, pas encore. C'est un constat amer, mais il faut le dire, l'Algérie version Tebboune donne l'impression d'avoir décroché du monde. À force de multiplier les accolades diplomatiques avec le Mozambique, le Burundi ou un Sahara occidental qui, rappelons-le, n'a toujours pas de reconnaissance étatique réelle, le pays s'enferme dans un entre-soi sans influence. Comparé un peu du temps de Bouteflika, on naviguait dans les hautes sphères, on discutait d'égal à égal avec les États-Unis, l'Europe, la Chine, la Russie. Poutine lui-même avait posé le pied à Alger. Aujourd'hui, penser qu'il reviendrait sous Tebboune relève du rêve éveillé. Honnêtement, je ne mettrai pas même un centime ni en dollars ni en dinars sur ce scénario. Pendant ce temps, au Maroc, les Russes affluent. Plus de 170% de touristes russes en un an. On est passé de 40 000 à 60 000 vacanciers. Et chez nous, malgré la ligne Alger-Moscou, rien. Nada. Ces Russes blacklistés par l'Europe à cause de la guerre en Ukraine auraient très pu venir chez nous. On a de quoi les séduire le désert, la Méditerranée, des hôtels luxueux. Mais non. Résultat, notre partenariat avec Moscou n'a jamais été transformé en réel bénéfice. Jamais. Pas une fois.
Et pendant que de notre côté, on joue au dur, qu'on tente de tordre le bras de Moscou, comme s'il s'agissait d'un petit pays de province, voilà l'Algérie qui s'imagine capable de faire plier une puissance nucléaire. Sérieusement, parfois je me demande si notre président ne carbure pas à quelque élixir un peu trop corsé. Je dis ça avec ironie, bien sûr, parce que j'aime mon pays, et ça me fait mal de le voir dériver ainsi. Il serait peut-être temps pour M. Tebboune de sortir de sa bulle et de regarder la réalité en face. Il ne va pas impressionner Vladimir Poutine, un homme qui règne sur la Russie depuis plus de 20 ans, un stratège froid redouté sur toute la scène internationale, en tapant du poing sur la table ou en lançant des caprices diplomatiques. Il croit sérieusement que Moscou va abandonner Bamako pour les beaux yeux d'Alger, qu'elle va renoncer à ses alliances régionales pour satisfaire les caprices géopolitiques d'un régime boudeur. On marche sur la tête. Jamais depuis l'indépendance de l'Algérie, on n'avait assisté à un tel niveau de confusion, de réaction infantile dans la conduite des affaires étrangères. Franchement, on n'avait nullement besoin de faire appel à la Russie pour gérer nos désaccords avec Bamako. On avait tout l'attirail qu'il faut, des leviers d'influence, des réseaux solides, des alliés de longue date, des relais politiques bien placés, bref tout pour régler cette affaire en famille. Et maintenant, voilà qu'on exige de Moscou qu'elle coupe les ponts avec la junte malienne des officiers qui nous méprisent ouvertement, rejette notre rôle de médiateur et, pour être honnête, refuse simplement qu'on mette notre nez dans leurs affaires. Ce que ces militaires ne veulent pas, c'est qu'on leur impose des négociations avec les groupes séparatistes armés. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh bien, on décide de se fâcher avec les autorités maliennes, avec les Russes, et tant qu'on y est, avec tout le monde. Tout ça pourquoi? Pour des groupes Touaregs qui refusent de déposer les armes. Voilà la vraie racine du conflit. Tout le reste, c'est du théâtre. Très bien, on accuse l'armée malienne d'exaction. C'est entendu. Dans ce cas, rien de plus simple, prenons l'avion pour Bamako, réclamons des engagements fermes pour la protection des civils. C'est ça la vraie diplomatie. Si l'on affirme que des atrocités ont eu lieu, il faut sortir les preuves, pas des slogans. Les ONG disent avoir documenté des massacres dans le nord du pays. Très bien, mettons les dossiers sur la table. Agissons avec sérieux, activons les leviers diplomatiques, sollicitons une mission d'observation de l'Union africaine et que l'Algérie envoie ses représentants pour défendre les droits humains concrètement. Là-dessus, je suis à 100% d'accord. Les civils ne doivent ni être oubliés ni sacrifiés. Mais s'imaginer que soutenir des groupes rebelles, certains flirtaient déjà avec des mouvances extrémistes, pour le simple plaisir de contrarier Bamako, c'est une erreur monumentale. Ce n'est pas parce que les militaires maliens tournent le dos à l'Algérie qu'on doit tomber dans le piège de l'absurde. On avance avec des principes, pas avec des rancunes. Faut-il vraiment que chaque brouille avec un pays en appelle une nouvelle? Parce qu'on est en froid avec Bamako, il faudrait maintenant se fâcher avec Moscou. Sérieusement, et à qui profite ce chaos diplomatique? À nos adversaires, évidemment. Enfin, pardon. À nos rivaux, car je le redis, pour moi, le Maroc n'est pas un ennemi. C'est une nation concurrente, oui, mais ce n'est pas la guerre. La rivalité, quand elle est bien gérée, pousse à l'excellence. L'animosité, elle détruit tout sur son passage. Et aujourd'hui, c'est bien le régime algérien qui, à force d'accumuler les faux pas, est en train d'ouvrir grand les portes au rapprochement entre nos concurrents et le Maroc. À chaque altercation avec une puissance étrangère, qu'elle soit mondiale ou régionale, c'est le Maroc qui en sort gagnant. Il tend la main pendant que nous, on claque les portes. Résultat, le royaume voisin avance. Et nous, on recule. On dit merci à qui merci, monsieur